Mes chers amis, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver ce soir ici à Changé. Très heureux de revenir dans cette salle dans laquelle je m'étais trouvé il y a quelques années. Et d'autant plus heureux que j'ai un certain nombre de choses très importantes à vous dire. Parce que la situation de notre pays est extrêmement grave. Guillaume l'évoquait à juste titre tout à l'heure. Et parce qu'en réalité, quand notre pays est dans la difficulté, eh bien, il appartient à notre famille politique de se mettre en ordre de bataille. Et c'est de ça dont je veux vous parler maintenant. Et puis, bien sûr, je voudrais avoir le plaisir, si vous en êtes d'accord, de répondre à vos questions. J'ai entrepris un nouveau Tour de France depuis le début de cette année. C'est normal, c'est la vocation première du président du premier parti d'opposition de France que d'être au contact des Françaises et des Français. J'étais tout à l'heure dans l'exploitation de M. Charon. Après, nous avons eu une réunion avec les chefs d'entreprise. Je me retrouve avec vous maintenant parce que je considère que nous sommes maintenant rentrés dans une nouvelle phase. L'année 2012 a été une année extrêmement douloureuse pour nous, comme pour la France d'ailleurs. Pour nous parce que, je le dis comme je le pense, on a tout donné dans la campagne présidentielle. On était au maximum, avec un candidat exceptionnel qui a déployé une énergie remarquable pour convaincre les Français que ce que nous faisions ensemble était la seule politique possible. Toujours faire mieux, toujours faire différemment. La vérité, c'est que nous avions, les uns comme les autres, prévenu les Français qu'il fallait absolument éviter la gauche au pouvoir. On l'a dit dans tous les sens. Nicolas a été l'objet des attaques les plus viles, j'avais jamais vu ça, de toutes les campagnes présidentielles que j'ai pu faire. Et je le dis d'autant plus que, vous le savez, je me suis donné sans compter, avec vous tous. Jamais, sans doute depuis bien longtemps, un grand parti de droite et du centre n'avait été autant mobilisé dans une campagne. C'était fantastique. Jamais, moi j'oublierai, les meetings que nous avons faits, les grands meetings nationaux, Villepinte, le Trocadéro, c'était des moments extraordinaires, des moments de communion républicaine comme on en avait rarement vu, de mobilisation de Françaises et de Français qui étaient venus de partout, conscients que l'heure était grave. Nous avons été défaits, dans les circonstances que vous savez. Et s'en est suivi, comme toujours, ceux qui ont la mémoire se souviennent d'une période de deuil, de déconstruction avant la reconstruction. Le spectacle donné a été lamentable. Et je le dis comme je le pense, c'était inévitable. Parce que quand on est défait et qu'on est un parti de gouvernement, d'abord dédié à l'action pour les Français, se retrouver du jour au lendemain, renvoyé à nous-mêmes, à nos épreuves, à nos difficultés, à nos querelles de personnes, il fallait ce temps. Il a été épouvantable. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et que sur la base de la main que j'ai tendue à tous et à toutes, parce que c'était ma responsabilité, et avec François, nous nous sommes remis au travail. Et je vous le dis, après le temps de la déconstruction, est venu le temps de la reconstruction. Depuis 5 mois, il n'y a pas eu un problème entre nous, pas un seul. Nous retravaillons au statut que nous allons vous soumettre pour débat. Nous avons lancé les commissions d'investiture pour les municipales. J'ai initié avec toute l'équipe, en invitant tout le monde à me rejoindre. Et il n'a manqué personne à l'appel. Ceux qui m'avaient soutenu comme ceux qui ne m'avaient pas soutenu. Tous ensemble, à mon invitation à se retrouver. Et je multiplie les réunions. Et on travaille. Les réunions politiques, les réunions thématiques. On a lancé maintenant des conventions pour penser la politique fiscale, la politique de sécurité, la politique familiale, la politique de l'emploi. Toutes les semaines, à l'UMP, des réunions thématiques. Avec l'idée en permanence d'avoir un parti qui s'oppose, mais aussi un parti qui propose. Parce que l'UMP a une mission signalée dans ce domaine. Nous sommes uniques par rapport à d'autres formations politiques, parce que c'est ainsi.
Et si vous m'avez entendu tout au long de la campagne interne, à l'automne dernier, mettre les pieds dans le plat comme je l'ai fait, en disant soyons nous-mêmes, soyons fiers de nos valeurs, c'est parce que j'ai défendu une ligne politique, celle que doit incarner un grand parti de droite et du centre comme le nôtre. Je l'ai appelée la droite décomplexée. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai marre, et je vous le dis comme je le pense, marre d'être pris de haut par cette gauche bien pensante qui vient nous dire ce qu'on doit penser et qui, en réalité, en le faisant, nous interdit, croit-elle, de défendre nos valeurs et nos convictions sans aucune langue de bois. Et vous savez, jamais je ne me laisserai impressionner par quiconque de ceux qui veulent nous interdire de dire tout haut ce que nous voyons sur le terrain. Celui que vous avez devant vous, il est maire de Meaux, d'une ville qui fut à gauche pendant des décennies, qui accueille une des populations parmi les plus modestes de France, qui est le reflet de la diversité de la société française d'aujourd'hui. Et lorsque, durant cette campagne, j'ai dénoncé, et je ne le regrette pas un instant, la montée des communautarismes, des intégrismes, des violences de toutes sortes, des intolérances, qui font que dans certains immeubles, dans certains quartiers de toute la France, il est des vies impossibles à vivre au quotidien, parce qu'on a peur pour ses enfants, parce qu'on a peur pour ses parents, parce qu'on a peur de se faire reprocher sa couleur de peau, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, quelle que soit sa religion. Je me moquais bien de ce qu'on pouvait dire dans le politiquement correct parisien. Parce que ce qui m'importe, moi, c'est que l'UMP assume courageusement un message à l'endroit du peuple de France. Et le peuple de France, ça n'est pas la poignée de ceux qui commentent depuis Paris de manière protégée et qui refusent de franchir le périphérique. C'est ça le sujet. Et ça n'en est aucun autre. Et j'ajoute, pour que chacun comprenne bien le message qui est le mien, tous les jours, partout où je me rends, c'est pour dire que nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous sommes dépositaires, mes chers amis, d'un héritage politique, historique, qui est celui de la droite et du centre. Toutes les grandes décisions qui ont été prises en France depuis 1945, toutes les grandes réformes qui ont été entreprises en France depuis 1945 l'ont été par des hommes qui appartenaient à notre famille politique. Le général de Gaulle, Robert Schuman, Georges Pompidou, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, tous appartenaient à notre famille politique et c'est eux qui ont porté les grandes réformes. Et nous, on devrait s'excuser d'être de cette famille-là au motif qu'il fait meilleur genre d'être de gauche. Ah, ça c'est vrai, hein. Ah bah écoutez, vous êtes de gauche, c'est normal. Vous discutez dans la rue, vous êtes, c'est quoi votre truc? Je suis de gauche. Ah bon? Et vous? Bah, je suis de droite. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un problème? Et il nous faut passer des heures, nous, à nous justifier. Pire encore, vous connaissez l'histoire. Il y a en France une tradition qui veut qu'on est toujours beaucoup plus indulgent avec la gauche et beaucoup plus exigeant avec la droite. Quand la droite est au pouvoir, on n'en fait jamais assez. Je parle sous le contrôle de Fabienne, qui a partagé avec moi, Fabienne Lamoette Ménager, et les Sartois qui l'accompagnent, que je salue, que je remercie de leur présence. Quand nous étions aux côtés de Nicolas, on nous disait « mais vous en faites pas assez, mais il faut aller plus loin ». D'accord, bah attendez, on fait ce qu'on peut, on pousse, c'est dur, c'est une crise. La gauche est au pouvoir, vous en avez toujours un, ils peuvent faire les pires bêtises pour dire « off, ça aurait pu être tellement pire ». Enfin, encore que là, je vois pas là. La vérité, mes chers amis, c'est que nous sommes en train de vivre quelque chose d'absolument inédit. Inédit. 11 mois après son élection, François Hollande vient de faire la démonstration qu'il incarnait une véritable imposture politique, intellectuelle et morale. Voilà un homme
qui s'est fait élire président de la République. Vous vous souvenez, moi, président, en disant aux Français, moi, président, je relancerai la croissance. La croissance est totalement anémiée du fait d'une politique de matraquage fiscal comme nous n'en avions jamais connu. 32 milliards d'euros d'impôts en 11 mois qui ont étranglé toute l'économie, les ménages et les entreprises. Aujourd'hui, en France, on ne consomme plus, on n'investit plus et surtout, on n'embauche plus. 1300 chômeurs de plus par jour depuis qu'il est élu président de la République. Il nous disait, moi, président de la République, je garantirai la sécurité. Depuis qu'il est élu, la délinquance dans toutes les régions de France explose. Aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie. Qu'on ne vienne pas me dire c'est juste les villes. C'est faux. Recrudescence absolue des cambriolages, des violences à la personne, remontée de tous les indicateurs sur les trafics de drogue. Et comment pouvait-il en être autrement avec les messages contre-productifs qui ont été adressés? Vous avez d'un côté Manuel Valls censé incarner avec ses 175% de popularité la sévérité, pendant que, à l'arrière, dans la maison gouvernementale, vous avez une ministre de la Justice qui supprime méthodiquement tout ce que nous avons fait pour lutter contre la délinquance. Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs délinquants, suppression de la loi sur les peines planchers, suppression du programme de construction de prisons, suppression de la loi que nous avons prise pour interrompre les allocations familiales pour les familles absentées, dont les enfants sont absentéistes à l'école, etc., etc. Le message a été reçu 5 sur 5 dans les quartiers. Tout le monde le sait. Sans compter ce qu'évoquait tout à l'heure Samia à propos des salles de shoot. La vérité, mes chers amis, c'est que sur ce deuxième point, c'était une promesse, c'est devenu un échec et c'est un mensonge. Et enfin, moi, président, j'incarnerai la morale. On a eu ça aussi. Nicolas était censé avoir tous les défauts. Il incarnait, comment disait-on, les puissances de l'argent. Vous vous rendez compte que François Hollande, qui a osé faire ce discours du Bourget dans lequel il a pointé du doigt son ennemi, mon ennemi, il s'est dit, tiens, ça doit être les terroristes. Non, non. Mon ennemi, je ne sais pas, c'est la Corée du Nord. Non, 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 non. Non, non. Non, non, son ennemi, c'était la finance. Pendant qu'à l'arrière, son trésorier avait une bonne partie de son activité dans des paradis fiscaux, dénoncés par Arnaud Montebourg. Mais c'est de gauche, c'est frais, c'est merveilleux. La vérité, mes chers amis, c'est que j'espère vraiment bien, moi, que les Français prennent la mesure de cette imposture. Ce qui s'est passé la semaine dernière avec les aveux de M. Cahuzac, c'est très intéressant. Petit retour en arrière. Lorsqu'il y a eu les premières révélations, j'ai demandé, avec mon ami Christian Jacob, à ce que, parce que nous sommes la droite, et que nous sommes des gens respectueux, de respecter le principe de présomption d'innocence, histoire de bien montrer la différence avec le comportement ignoble et indigne de la gauche pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, lorsqu'ils ont piétiné l'honneur d'Éric Woerth ou de Nicolas Sarkozy. Nous avons donc bien marqué la différence. Présomption d'innocence. Mais, ai-je dit à la tribune de l'Assemblée nationale, si les faits étaient avérés, ils seraient extrêmement graves. Viennent alors les aveux de Jérôme Cahuzac. Et là, c'est un tout autre registre. Vous l'avez vu. Nous ne lâchons plus rien. Les 2 séances de questions d'actualité, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, en ont été une parfaite démonstration. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment François Hollande, affolé, paniqué, vient utiliser cette bonne vieille technique inventée par son père spirituel, François Mitterrand, de l'écran de fumée. Et le voilà en train de dire « je vais tirer toutes les conséquences de l'affaire Cahuzac ». On se dit « ah, ça y est,
il va probablement virer le gouvernement, il va exiger, ce que je propose, un certificat des autorités helvétiques confirmant qu'aucun des ministres du gouvernement n'a de compte en Suisse. Il va donc prendre des décisions qui relèvent de sa responsabilité. Pas du tout. Décision de François Hollande. Tous les élus de la République sont désormais soupçonnés. Et pour bien montrer que je les soupçonne, eux, pour qu'on oublie de soupçonner mes amis, je demande des choses qui ne serviront strictement à rien, qui n'auraient en rien empêché l'affaire Cahuzac, en rien, mais qui permettent aux journalistes, et puis il faut bien le dire à l'opinion publique, d'ouvrir les yeux tout d'un coup, pour ne pas dire de les écarquiller, sur des sujets qui n'ont plus rien à voir avec le scandale absolu de l'affaire Cahuzac. Dans ce domaine-là, je m'empresse de vous le dire, parce que c'est ma responsabilité. Jamais je ne céderai à la démagogie. Je n'accepterai jamais la collusion avec ce gouvernement, mais jamais je n'accepterai la démagogie. Et celui qui vous parle vous le dit de la manière la plus claire. Et quelque part, il y a un temps pour tout. Quel que soit ce que cela me coûtera, dans les sondages, dans les commentaires, et Dieu sait si on n'épargne jamais ceux qui assument de dire les choses. Mais quel que soit ce que cela me coûte, je le dirai. Parce que le rôle d'un chef, il est d'être au-devant de ses troupes quand c'est difficile. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose parce que faut que chacun le comprenne. Demandez à ce que l'on connaisse les patrimoines des élus de la République ne pose aucun problème. Les déclarer à une commission, ce qui est déjà le cas depuis 20 ans, en montrer la réalité, fournir des preuves, renforcer les pouvoirs de contrôle de cette commission, mais ne pose aucun problème. En revanche, le rendre public, c'est-à-dire en fait le donner à la vindicte, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre dans des situations impossibles des hommes et des femmes profondément honnêtes, qui n'ont jamais rien volé à personne, dont c'est, comme le disait Guillaume, le produit de leur travail, mais qui vont se trouver exposés à la vindicte? Est-ce qu'on a simplement songé un instant à ce que sera la vie des enfants de ces parlementaires, maires, conseillers régionaux, hauts fonctionnaires, qui vont publier leur déclaration de patrimoine à l'école avec leurs petits camarades? Est-ce qu'on a songé simplement aux conséquences que cela peut avoir sur les vies familiales, les vies conjugales, de celles et ceux qui, par ailleurs, ont décidé de consacrer leur vie au service de l'intérêt général? Alors je reconnais, hein, c'est beaucoup moins populaire que de dire « Ah, vous avez vu, hein, ils ne veulent pas montrer, hein, ils ont des choses à cacher. Hein ». Le bon vieux fond d'antiparlementarisme français qui fait tant plaisir aux extrémismes et que M. Hollande voit avec plaisir monter. La vérité, mes chers amis, c'est que je ne serai jamais dans le camp des démagogues, jamais. Et j'ai bien regretté que tel ou tel des nôtres soit tombé dans ce panneau pour des raisons personnelles peut-être, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt collectif. Et croyez-moi, et je l'ai dit à tous nos collègues députés de l'UMP, je leur ai dit, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous servez la République, vous avez été élus, et en plus élus dans une vague rose, c'est-à-dire dans les pires difficultés. Ayez la tête haute de la mission que vous accomplissez au service de l'intérêt général. Soyez transparents vis-à-vis des autorités de contrôle, comme nous devons l'être, et n'ayez dans ce domaine aucune hésitation à tout dire, car vous n'avez pas le droit de le dissimuler aux autorités de contrôle. Mais soyez solides face aux tentations démagogiques. C'est aussi ça qui est l'honneur d'une grande République et d'une grande formation politique. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège qui nous est tendu par un François Hollande aux abois. Car la vérité, mes chers amis, c'est que pendant qu'il nous parle de ça, il gagne un peu de temps pour ne pas nous parler des véritables sujets. Et les véritables sujets, c'est que la France aujourd'hui est plongée dans une paralysie économique totale par une politique complètement irresponsable. Et je considère que le rôle de l'UMP doit être à la fois de s'y opposer, mais aussi de proposer. Et c'est tout le message que j'ai voulu délivrer
en déposant avec l'ensemble du groupe UMP une motion de censure qui leur a fait passer une très mauvaise après-midi il y a 15 jours. Parce que qu'est-ce que j'ai fait à cette occasion? Je suis allé à la tribune de l'Assemblée, j'ai regardé M. Ayrault droit dans les yeux, pauvre M. Ayrault, droit dans les yeux, et je lui dis, M. Ayrault, ce que vous avez fait, c'est de mentir aux Français. Vous leur avez fait croire que votre politique allait permettre de retrouver la croissance et l'emploi. Vous y mettez des déficits et du chômage. Parce que la vérité, c'est que la seule politique possible, elle commence par dire la vérité aux Français. Oula, je prends mon risque, hein. Dire la vérité aux Français, truc incroyable. Parce que les Français, parfois, ils ne veulent pas complètement intégrer tous ces éléments. Pas agréables à entendre. Genre, il ne faut jamais dépenser plus que ce qu'on gagne. Genre, si on veut gagner plus, il faut vraiment travailler plus. Genre, si on veut un emploi, il faut choisir un métier dans lequel il y a des entreprises qui embauchent. Travailler plus. La vérité, mes chers amis, c'est que tout ça commande de partir d'un diagnostic que tout le monde voit bien. C'est que comme en France, depuis des années et des années, on produit de moins en moins, tout ce qu'on consomme, on est obligé d'aller l'importer. Alors à la fin, ça fait quoi? Ben, ça fait plus de déficit et des usines qui ferment. Voilà. Et que si on veut se sortir de cet engrenage, il n'y a qu'une seule solution, c'est de produire, 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 produire en France. Voilà, en France. À l'image de ce qu'ont fait les Allemands, qui connaissaient le même marasme que nous il y a 15 ans, et qui, à la faveur de deux chefs de gouvernement, l'un de gauche, Schröder, et l'un de droite, Mme Merkel, ont mis l'Allemagne dans une tension de mobilisation par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais comment voulez-vous qu'on y arrive avec un président Hollande qui nie la réalité de la mondialisation? Il faut quand même savoir qu'il est applaudi dans les meetings en disant la mondialisation c'est l'ennemi, qui n'est jamais allé de sa vie en Chine et qui considère que l'ennemi c'est la finance, alors qu'en réalité ce qui compte c'est de voir comment on peut mettre de l'économie réelle dans notre pays, et qui a supprimé toutes les réformes que Nicolas et nous-mêmes avions faites pour libérer le travail. C'est ça qu'il faut refuser, ce que j'ai appelé le Big Bang économique. Il n'y a pas 36 manières de faire, hein. Moi, je considère que nous devons aujourd'hui mobiliser les gens qui produisent dans ce pays, c'est-à-dire tous les Français. Car tous les Français produisent. Les artisans produisent, les agriculteurs produisent, les commerçants, les entrepreneurs, les salariés, les fonctionnaires. Oui, les fonctionnaires aussi produisent du service public, pour peu qu'ils aient la consigne de le faire plutôt que d'être dans une logique de contrôler et d'empêcher. La vérité des choses, c'est que libérer les énergies dans ce pays, c'est ça qui va tout changer. On cherche un projet de mobilisation, mais c'est celui-là le bon. On ne va pas se mettre des trucs avec des nœuds dans la tête pour chercher dans les grands philosophes du XVIIIe ou du XIXe siècle ce qui relève des enjeux du XXIe. Je confirme que Karl Marx est vraiment mort. Voilà le sujet. Et donc sur cette base, la seule et unique solution, la seule, c'est de nous dire les uns et les autres qu'on se mobilise. Avec cette seule préoccupation de travailler plus, de travailler mieux. Et moi, j'ai fait mienne une formule magnifique qui avait été celle de Georges Pompidou. Arrêtons d'emmerder les Français. Arrêtons ces milliers et milliers de normes, de réglementations, de contraintes, de taxes qui rendent la vie impossible à des milliers d'entrepreneurs et à des millions de Français. Le Code du travail. À un moment, François Hollande nous fait 1h30 d'émission et 15 jours. Une épreuve. Président de la 5e puissance économique du monde, il nous dit « j'ai la solution ». Ah bon? Oui, j'ai une boîte à outils. C'est là où on se dit quand même, moi je ne veux pas avoir l'air d'en faire trop, mais enfin, quand Nicolas Sarkozy faisait une émission de télévision comme président de la République, je peux comprendre qu'on n'aimait pas, mais enfin, c'était clair, hein, on savait où on allait. Il y avait un sujet, un verbe, un complément. C'était clair, voilà l'objectif, voilà les moyens, voilà le calendrier, je demande ça au gouvernement, voilà ce qu'on va faire au Parlement, on y va, c'est parti. Ah, il agit trop, il en fait trop, disait-on. Ben, bien sûr.
bah là c'est sûr qu'en contraste avec lui, oui, c'est sûr. Mais quand vous voyez rétrospectivement l'émission il y a 15 jours, 1h30 d'antenne pour nous dire mais il n'y a plus rien à faire, hein. Tout est voté, il faut attendre, la croissance arrive. Quand vous voyez que tous les autres pays d'Europe font des réformes structurelles, vous vous dites quand même qu'il en est qui sont tombés sur la tête. Et donc, la conviction qui est la mienne, c'est que sur ces sujets, il faut dire la vérité aux Français. Il faut poser la question du temps de travail. Et cette fois, je vous le dis, préparons les Français au fait qu'il faut travailler plus et qu'il faudra donc définitivement remettre en cause les 35 heures. Passer à 39 pour les fonctionnaires. Je rêve d'une administration dans laquelle les fonctionnaires sont moins nombreux et mieux payés. Et mieux considérés. Mais oui. Mais on n'a pas les moyens de faire autrement. Et de la même manière, dans les entreprises, négociation par branche ou par entreprise pour que les salariés du privé puissent être payés 38 heures, travailler 38 heures, payés 38, 37 heures, payés 37. Bref, qu'on libère les énergies. Que pour le même prix, on simplifie le contrat de travail. On a 40 contrats de travail en France. Je propose un contrat de travail unique en CDI avec des protections supplémentaires pour le salarié, mais aussi une plus grande flexibilité pour l'employeur. Que l'on accompagne celui qui, par malheur, perd son emploi, avec une formation, avec un alignement des allocations chômage, comme en Allemagne, de telle sorte qu'on soit en permanence en recherche de dynamisme, qu'on revoie tout l'appareil de formation. Je suis désolé, c'est un projet de société. Il y a en France une faiblesse majeure, l'apprentissage. Non mais c'est quelque chose d'inouï. En France, avoir un diplôme, c'est la panacée universelle. C'est très bien, personne ne dit le contraire. Et si on pouvait aussi demander qu'on ait un métier? Parce que le vrai sujet, c'est d'avoir un métier. Or aujourd'hui, celui qui est en apprentissage, on le regarde de travers sur le thème « Mon pauvre vieux, t'as 17 ans, t'as raté ta vie ». C'est la France, ça. Hein. En Allemagne, 1 600 000 apprentis. En France, seulement 600 000. Pour le même niveau de budget. Parce qu'en Allemagne, un apprenti, il est considéré, il est accompagné par l'employeur. Il peut revenir quand il veut dans l'enseignement supérieur. Et il est d'abord dans la logique des métiers. On lui apprend à produire, on lui apprend à vendre, on lui apprend à parler l'anglais, on lui apprend à exporter, on lui apprend à être le meilleur. Parce qu'en Allemagne, comme dans un certain nombre de pays, ce qu'on apprend aux jeunes, c'est « prends confiance en toi ». En France, t'as pas 18 ans maths, t'as raté. Comment voulez-vous que l'on continue avec une mentalité comme celle-là? Pardon d'être un peu iconoclaste, mais sinon, on ne se dit rien. Et moi, je considère qu'il faut se dire les choses. Donc, en réalité, c'est ce Big Bang-là que nous devons proposer. Sinon, nous n'arriverons à rien. Comme de la même manière, on doit être fier de ce qu'on fait. On a une aptitude inouïe dans ce pays à regarder toujours le verre à moitié vide. Rien ne va jamais. Quand quelqu'un réussit, on le pointe du doigt. Quelqu'un investit, crée, prend des risques. On commence par le pointer du doigt, par le culpabiliser, par en faire un bouc émissaire, par le rendre responsable de tous les malheurs de la France. Dès qu'une tête dépasse, il faut la décapiter. Et on s'étonne que les meilleurs n'aient qu'une idée en tête, c'est de réussir ailleurs après avoir été éduqués chez nous. Est-ce qu'on comprend que ce pays ne peut plus continuer comme ça? Est-ce qu'on comprend que le rôle des dirigeants politiques, c'est d'avoir le courage de dire ce que je suis en train de vous dire et de ne pas avoir peur de le faire à la télé et de dire à chacun que nous devons avoir des exemples qui servent de référence à nos jeunes et qu'on ne peut pas être simplement dans les deux infinis. Zidane ou le dealer du coin. Zidane, l'inatteignable. Parce qu'il y en a très peu des Zidane. Dans une génération, il y en a un. Ou le dealer du coin qui va venir vous dire dans le quartier à un petit jeune, tu sais, tu peux gagner en une fois ce que tes parents ne gagnent pas en un mois. Et que s'il n'y a pas une autorité assumée, capable de dire où est le bien et où est le mal en société, pas la morale, le bien et le mal en société, alors il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'identité. Et moi je suis désolé, dans une société qui traverse la crise que nous traversons, le rôle des responsables politiques, il est de parler des valeurs. Et nous avons, nous, des valeurs que nous défendons. La liberté, la responsabilité, les droits et les devoirs, et la générosité, l'humanité. D'accord. Enfin, de toute façon, il doit y avoir autant de droits que de devoirs. Et donc autant de devoirs que de droits. La vérité derrière tout cela, mes chers amis, c'est quoi? C'est que, tel que nous sommes, nous, maintenant, nous avons un devoir de vérité.
On ne peut plus accepter de n'entendre que la musique de la gauche. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier point, avant, si vous le voulez bien, de répondre à vos questions. Nous allons avoir maintenant une année décisive. Cette année décisive, elle doit nous amener à mars 2014, c'est-à-dire les élections municipales. Moi, j'entends avec beaucoup de respect un certain nombre me parler toute la journée de leur projet pour 2017. Très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. Je dis juste une chose. Ceux qui pensent qu'on peut gagner 2017 si on n'a pas gagné 2014, ils n'ont rien compris. Mais rien. Pour une raison simple. Nous devons montrer aux Français que nous leur sommes utiles. L'une des innombrables leçons de la crise lamentable du mois de novembre, c'est que les Français, la politique politicienne, ils n'en peuvent plus. Et que moi, quand un journaliste me pose une question sur mais alors l'UMP et les chicayas, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Je ne veux parler que des Français. Je ne veux parler que de leurs problèmes. Parce que notre rôle, il est d'être au service des Français. Les élections municipales, c'est une manière pour nous de reconquérir le cœur des Français dans les territoires, de leur montrer dès à présent que nous sommes utiles pour eux. Parce que les Français, ce qu'ils attendent de leurs élus, c'est qu'on soit utile, qu'on agisse. Et c'est la raison pour laquelle j'attends que l'UMP, qui est un parti qui est la plus grande force militante de France, 315 000 militants, rien à voir avec le PS, rien à voir, que les 315 000 militants de l'UMP soient d'abord au devant des Français. C'est comme ça que j'ai imaginé la révolution civique. Cette idée qu'on ouvre les permanences, dans les villes de gauche en particulier, les permanences de l'UMP, pas seulement pour prendre des adhésions, mais pour accueillir des gens qui ont été victimes d'un acte de délinquance, des gens qui recherchent un coup de main pour le soutien scolaire pour leurs enfants, des gens qui cherchent un coup de main pour un emploi ou pour un logement, qu'ils voient à l'UMP, des gens du quotidien comme eux, qui viennent leur apporter des solutions, des réponses, une écoute, une humanité, une générosité. Qu'on ne soit pas simplement des messieurs gris, là, à la télé avec nos débats. Non, qu'on soit des gens proches d'eux, sur le terrain, concrets, bien loin des idéologies de gauche, de ceux qui sont maintenant dans les palais nationaux et qui ne s'occupent plus du tout des préoccupations du quotidien. Jamais je n'accepterai qu'on dise que l'UMP n'est pas d'abord un parti dédié à la générosité et à l'écoute de ceux qui souffrent. Nous le sommes infiniment plus que les socialistes et leurs idéologies qui font de l'assistanat à tous les étages, là où nous, ce que nous voulons, c'est sortir les gens de la difficulté, sans jamais accepter l'assistanat. De la même manière, pour aller d'ailleurs tout à fait dans votre sens, madame, la grande différence avec la gauche, c'est que quand on va aider quelqu'un, dans le cadre de la révolution civique, en l'accueillant, en lui trouvant une solution pour un emploi, ou en lui trouvant quelqu'un parmi nos amis qui ont des compétences en psychologie, ou qui sont avocats pour les aider pour une aide judiciaire quand ils ont été victimes de délinquance, on leur dit, sachez que comme chez nous, ce n'est pas l'assistanat, vous avez été aidé aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour vous recevrez un coup de fil et qu'on vous demandera à votre tour de venir aider quelqu'un d'autre. Ça fait la différence. Mais je considère donc que cette année à venir est une année qui doit être exclusivement dédiée à la préparation des élections municipales. Car mon idée est que le mécontentement est tel face à la politique de François Hollande, que nous sommes en situation de pouvoir créer une dynamique fantastique. Pour une raison très simple. Vous allez avoir l'année prochaine des millions de Françaises et de Français qui vont pouvoir voter pour la première fois depuis le 6 mai 2012 et qui vont avoir envie d'exprimer leur mécontentement. De nombreuses indications nous montrent qu'il va y avoir une abstention active à gauche. C'est-à-dire des gens qui ont toujours voté à gauche, mais qui cette fois n'iront pas et le diront. Vous allez en avoir des millions d'autres qui vont chercher à exprimer leur mécontentement. Eh bien, notre boulot, c'est que ce mécontentement il soit exprimé à l'UMP et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. À nous de jouer, mais à nous de dire les choses aussi. Si on fait de l'eau tiède, si on fait de la langue de bois, si on met 10 minutes pour répondre à une question simple avec des phrases tellement longues, tellement empoulées, qui veulent dire une chose et son contraire, je vais vous dire, ça c'est tranquille, hein. Ça vous n'aurez pas les gens. Hein. Par contre, si vous répondez clairement, sans langue de bois, là les gens se diront, ok, il y a une vraie différence. Parce que notre force, c'est que nous, contrairement aux extrémistes, de gauche comme de droite d'ailleurs, on est un parti de gouvernement. Donc nous, tout ce qu'on dit, c'est scruté à la lettre. Hein.
Le Pen ou Mélenchon peuvent dire ce qu'ils veulent, tout le monde s'en fiche. C'est juste le rejet. Nous, une erreur d'un chiffre après la virgule, on a 15 jours de campagne de presse. Ah ben c'est simple. Ah, ils sont pas précis, ah ben ils n'ont pas travaillé, ah ben non, voilà. Donc nous, c'est très important qu'on soit concret et qu'on soit opérationnel. Donc, la campagne pour les municipales, elle est extrêmement importante. Et c'est la raison pour laquelle, aux uns et aux autres, je l'ai dit à Samia, je le dis à Guillaume de la même manière, et à toute l'équipe départementale qui a été nommée, et qui a toute ma confiance pour ce département de la Mayenne, à vous d'aller recruter les Françaises et les Français qui, en Mayenne, vont venir porter nos couleurs dans les communes. C'est ça qui est capital. Vous savez, j'ai lancé une idée, parce que je me suis rendu compte de quelque chose quand j'ai pris la direction de l'UMP il y a de cela 3 ans, enfin c'était fin 2010. Nous étions 3 mois avant les cantonales de 2011, de mars 2011. Je me fais apporter le dossier, je viens d'arriver. Sur 1900 cantons renouvelables, 500 cantons sans candidat. Je dis, vous êtes dingue. Ah ben non, on a cherché, on est à 3 mois des élections, et vous n'avez pas de candidat. J'appelle les secrétaires départementaux. Ben non, tu comprends. Il faut dire que vu la manière dont ça se passe souvent, pas dans la Mayenne, mais ailleurs, avec les nouveaux, c'est pas étonnant qu'on les décourage. Hein. Vous connaissez toute l'histoire. Hein. Arrivé dans une permanence. Bonjour, je suis nouveau, je voudrais adhérer à l'UMP. Tête du type qui l'accueille. Ouh là là, un nouveau. Il va me piquer ma place. Que celui qui n'a jamais vécu cette histoire me confirme donc qu'il est en Mayenne. Voilà. Parce que moi, je peux vous la raconter dans toute la France, celle-là. Hein. Alors, généralement, ça continue de la manière suivante. Bah, pas de problème. Je vais te donner ce gros paquet de tracts. Tu vas le distribuer pendant une bonne dizaine d'années. À la 11e, tu auras le droit de le co-rédiger. Et peut-être, dans 15 ans, je te trouverai bien une suppléance quelque part. Voilà. Généralement, le gars ou la dame qui arrive, il repart dans la minute. Hein. On ne le revoit plus jamais. Et puis arrivent les élections, on dit c'est vraiment incroyable, je sais pas ce qui se passe, pas de candidat, c'est terrible, comment on va faire? Je ne veux plus de ça. Et effectivement, c'est pour ça que je m'y prends 1 an à l'avance maintenant. Parce que je vois bien que si nous ne démarrerons pas maintenant, on ne les aura pas, les candidats et les candidates. Et j'ai même été plus loin, j'ai rebondi sur une idée d'une de nos militantes, Nadège du Lot-et-Garonne, m'a dit il faudrait faire des petites annonces. Je dis bah oui, tu as bien raison. Et donc l'idée, c'est de dire, mais attendez, que nos secrétaires départementaux, dans la presse locale, partout, Ouest France ici, disent, voilà, on appelle, grand appel aux Françaises et aux Français qui ont envie de s'engager en politique. Nous allons construire une nouvelle génération UMP. Et vous verrez, un beau jour qui ne sera pas fait comme un autre à la énième taxe supplémentaire qu'ils nous auront inventée, vous aurez bien les 3 ou 4 là, qui mangeront un morceau ensemble, ils diront, dis donc, vous avez vu l'article là, de l'UMP là? Ils ont fait des petites annonces. Allez, on va se pointer, on va voir. Allez, chiche, on y va. Et c'est ainsi que dans toutes les communes, vous allez voir arriver des têtes nouvelles. Et vous êtes priés d'être aimables, parce que ces gens-là, ils vont être en renfort avec nous pour que demain, on forme la génération UMP qui va repartir à la reconquête du cœur des Français. Voilà la réalité. Et voilà ce que je veux qu'on fasse. Alors, évidemment que dans ce contexte, je viens donner chez vous ce soir, vous l'avez compris, le coup d'envoi des municipales. Parce que je considère que c'est maintenant que les choses doivent se faire. Je prends un exemple. Pendant la campagne interne, et Dieu sait si j'ai aussi été critiqué pour ça, c'est-à-dire que j'ai eu mon lot, j'ai eu le malheur de dire que sur, non pas toutes les réformes du gouvernement socialiste, mais sur les réformes dont je considérais qu'elles portaient atteinte à la cohésion de la société française, ou bien sur les institutions, ou l'idée que je me fais de la République. Je souhaitais qu'au-delà du combat politique, parlementaire et du combat médiatique, on n'hésite pas à appeler le peuple de France à aller pacifiquement manifester dans la rue son mécontentement. Vous l'avez compris, j'ai donc appelé, et vous le savez, vous en avez été pour beaucoup d'entre vous, à manifester contre la loi pour le mariage pour tous et l'adoption. Je l'ai fait avec cette idée très simple que sur un sujet de société, seul un référendum pouvait permettre de le trancher. D'ailleurs, je dois le dire, je me suis, vous le savez, avec une écrasante majorité de députés UMP opposés à ce texte, et j'étais terriblement mal à l'aise. Les débats se faisaient dans une ambiance
d'agressivité de la part de la gauche incroyable. Une violence dans les termes, une fébrilité, une tension qui me paraissait en décalage complet avec la réalité du monde. J'aurais préféré que les 6 mois qui viennent de s'écouler, on les consacre à parler de la lutte contre le chômage, la lutte contre la délinquance, des grands enjeux géopolitiques du monde, de l'intervention au Mali. Mais non, ça a été des heures et des heures sur ce texte. Première manifestation en janvier, 800 000 personnes. Non, non, nous dit la police, 150 000. Je ne sais pas où ils les ont trouvés. Nous, on n'en voyait pas la fin. Ils ont même bloqué les entrées de Paris, il y a des cars qui n'ont pas pu arriver. Deuxième manif, il y a 15 jours. La Grande Armée pleine à craquer. Une ambiance différente. Une ambiance très différente. Pour moi, le tournant, c'est pas tant l'affaire Cahuzac, qui va être d'ailleurs un boulet pour tout le quinquennat. C'est en réalité ce qui s'est passé dans cette semaine-là. Discours de motion de censure le mercredi, manifestation le dimanche, et émission de télé de Hollande le jeudi qui suit. Tout était dit. La motion de censure, il n'y a qu'une opposition rassemblée, et je peux vous dire que l'image de la standing ovation de tous les députés UMP, quand je suis descendu de la tribune, m'a profondément touché, parce que ça voulait dire que cette fois, ça y était, notre famille se retrouvait. Le dimanche, la Grande Armée pleine à craquer, avec des gens engagés, venus de toute la France, mobilisés. C'était très émouvant. Alors qu'à côté, en rentrant avec ma femme Nadia, voir les familles, les CRS et l'usage des gaz lacrymogènes, je l'ai vu. Donc à moi, il ne faut pas qu'on dise que ça n'a pas eu lieu. Je l'ai vu sur des familles avec des landaux. Et qu'on vienne nous dire que c'était de la faute des manifestants, ça en dit long sur la différence que fait la gauche quand elle est dans l'opposition ou quand elle est dans la majorité. Parce que quand c'est la CGT, c'est la démocratie. Quand c'est le peuple de France, c'est de la faute des manifestants. Alors, il va y avoir une prochaine manifestation à la fin du mois de mai. Et croyez-moi, il est en train de se passer en France ce que nous avons connu en 1984. Lorsque j'ai appelé en novembre dernier, en octobre dernier, que j'ai dit, à l'occasion de ma campagne, que si j'étais élu président de l'UMP, j'appellerais à manifester. J'ai été très critiqué. J'ai dit, mais ça ne se fait pas, ça n'est pas convenable. J'ai assumé, en rappelant qu'en 1984, lorsque Mitterrand voulait supprimer l'école privée, si Jacques Chirac n'avait pas appelé à manifester à l'époque, nous n'aurions plus d'école privée en France. Car c'est parce qu'il y a eu des manifestations de tout le peuple de France rassemblé que Mitterrand a reculé. Eh bien, de la même manière, je dis que la manifestation de la fin du mois de mai doit être un rendez-vous populaire. Bien sûr que, je le dis par avance, je serai de la plus grande fermeté pour condamner toute tentation éventuelle de violence ou d'extrémisme. Car je n'ai, comme personne ici, rien à voir avec les extrémistes. Mais pour autant, nous devons faire entendre notre voix, celle du peuple de France, face à un texte qui divise profondément les Français, qui remet en cause la conception que nous avons de la famille. Et sur ce sujet, mon intuition est que les gens vont venir très, très, très nombreux. Et que je pense que Hollande n'a pas vraiment intérêt à faire comme s'il ne se passait rien. Il a utilisé, c'était d'ailleurs assez amusant, quelqu'un l'a relevé dans la manifestation de la Grande Armée, à la première manifestation, il a dit que la mobilisation c'était consistant. Et quelqu'un qui était au micro a dit « Nous ne sommes pas un plat de pâtes ». Et je trouvais que c'était un assez beau résumé du mépris qui est désormais celui de M. Hollande. Le M. Hollande qui, en 2010, allait manifester au milieu de la CGT à Tulle contre la réforme des retraites qui devait sauver la retraite de nos enfants, n'est plus le même que celui qui, dans les dorures du palais de l'Élysée, trouve que 1 million de personnes à la Grande Armée, c'est consistant. Voilà, mes chers amis, pourquoi notre opposition doit être implacable, constructive à chaque fois que c'est possible. On le montre sur l'accord social, on l'a montré, je l'ai montré sur le Mali, mais implacable à chaque fois que les intérêts fondamentaux de notre pays sont en jeu. Voilà, mes chers amis, pourquoi j'entends que l'UMP redresse la tête, qu'elle se relève, qu'elle soit engagée, parce que l'équipe dirigeante est en ordre de marche. Et je vous le dis ici très simplement, François Fillon comme moi-même, nous parlons beaucoup, nous travaillons ensemble, et j'ai moi à cœur que tout le monde soit rassemblé. Et que si ici ou là, il en est un ou deux, je les ai vus, ils ne m'ont pas échappé.
qui se croient obligés pour des raisons personnelles de ne pas jouer le collectif, ça se retourne contre eux. Et vous le voyez en ce moment, l'arroseur arrosé. Mais ça n'est pas notre affaire. Nous, on est d'abord là pour être solides, pour assumer nos valeurs et pour n'avoir qu'une idée en tête, le service de la France. Car c'est ça qui doit nous engager. Et pour finir là-dessus, avant de répondre à vos questions, je voudrais vous dire une dernière chose. Nous sommes en train de vivre quelque chose qui ressemble à une véritable crise d'autorité dans un pays qui en a besoin d'autorité. Nous n'avons pas à la tête du pays quelqu'un qui est capable d'incarner cette autorité. Nous le voyons à travers les couacs ministériels qui se multiplient. Lorsque M. Montebourg ose à la télévision hier, dans un journal, dire « la rigueur, quelle horreur !» Le message, c'est quoi? C'est de dire, voilà, nous avons pris 32 milliards d'impôts aux Français, soi-disant pour baisser les déficits, que nous ne baissons pas. Et nous annonçons maintenant que nous allons augmenter les dépenses. Vous imaginez le message pour l'économie française? C'est l'inverse de ce que François Hollande a dit il y a 15 jours. Vous croyez que Montebourg va quitter le gouvernement? Pas du tout. Tout le monde continue, comme si de rien. Crise d'autorité majeure. Les Français aujourd'hui ont compris qu'à cette crise d'autorité s'ajoutait maintenant une crise d'incompétence. Et c'est ça qui est le plus grave. Car derrière l'écran de fumée de ce cinéma sur les histoires de transparence, que personne ne conteste, il y a beaucoup plus grave. Il y a en réalité une véritable crise d'autorité et de compétence. Et donc, nous allons avoir maintenant cette mission-là que de nous mobiliser. C'est le but. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Et je le dis à Samia, qui a toute ma confiance comme secrétaire départementale et que je veux remercier du travail qu'elle accomplit et à qui je veux dire qu'elle va avoir maintenant une mission très importante, animer la fédération dans ce contexte, trouver des candidats dans les différentes communes et des candidates. Il y a une élection organisée dans une circonscription où aujourd'hui l'équipe est vacante, puis bien sûr élire un président départemental. Je veux dire de la même manière à Guillaume, qui accomplit depuis un an maintenant, presque un an, son travail de député, qu'il a tous mes encouragements et tous mes vœux de succès, parce que la période commande que nous soyons tous mobilisés. Et vous voyez, dans cette fédé, je suis très à l'aise. Il y en a une qui m'a soutenu, un autre qui ne m'a pas soutenu. Bien, l'un et l'autre sont à mes côtés. Et je veille sur l'un comme sur l'autre. Parce que c'est ma responsabilité. Et que je n'imagine pas une seconde les choses autrement. Que je n'ai aucune idée de ce que c'est que vouloir absolument revenir en arrière. Jamais n'oublier ce qui s'est passé. En tirer toutes les conséquences. Et veiller à ce que notre famille maintenant soit rassemblée. Et je vous le dis, j'en serai le garant. Et j'y veillerai comme à la prunelle de mes yeux. Parce qu'il ne peut rien se faire de grand dans une grande famille politique si l'on en oublie d'abord qu'on est là au service des Français. Merci à vous.